Voilà. Bien, voilà. Bienvenue, j'espère que vous nous entendez dans les quatre coins où vous êtes. Bienvenue encore à une nouvelle édition de Labo Côte d'Ivoire en ce samedi 6 septembre 2025. Vraiment, les années vont très vite, ladies and gentlemen. Alors, what we're gonna do, j'ai déjà notre invité qui est déjà en ligne, disons mon co-host de cette émission, Dr Bogasako, qui n'est plus à présenter, en exil depuis le mois, c'est juin, docteur, c'est juin, c'est ça, depuis juin? Oui, bonjour Jacques Roger, c'est précisément le 16 juin Ouais. 2025 que j'ai atterri aux États-Unis. Voilà, depuis juin 2025. Alors, nous nous posons la question, comment des Ivoiriens, comme le docteur Bogasako, doivent quitter donc leur pays parce que nous sommes en année électorale? Comme on le dirait, it doesn't make any sense, mais il est en exil. Et de plus en plus, c'est donc la peur qui assaille beaucoup d'Ivoiriens. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire pendant cette période. Intervenir, ne pas intervenir, agir, ne pas agir, militer, ne pas militer, mobiliser, ne pas mobiliser. Toujours est-il que nous vivons donc dans une situation assez critique. Notre invité, que vous connaissez encore très bien, j'allais dire notre co-host donc, de cette émission, Dr Boga Sako Gervais, président de la FEDOP. Et avec lui, nous allons donc décortiquer deux sujets donc d'actualité, à savoir la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer très bientôt, je pense c'est déjà cette semaine, et aussi l'affaire Zegui, qui fait couler beaucoup d'encre de salive, où il se trouve incarcéré, enlevé ou mort, comme on le voit déjà sur les réseaux sociaux. Encore une fois, cher ami, dans ce contexte, la Côte d'Ivoire donc attend donc la décision donc du Conseil constitutionnel sur la validation donc des candidatures à l'élection présidentielle 2025. Dans l'actualité du jour, également, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'affaire donc de l'activiste Ibrahim Zigui. La famille a porté donc plainte pour enlèvement et séquestration. Mais le procureur donc de la République, le Plateau, a annoncé qu'Ibrahim Zigui est bel et bien vivant et la procédure le concernant suit son cours. Selon la lettre, sans une page donc, du ministère donc, de l'Intérieur, bon, on aura la possibilité donc, de revenir un peu sur ça. On va rapidement du côté de notre invité, Maître Bogasako. Comment allez-vous, Maître Boga? Oui, grâce au divin, je me porte très bien et je suis donc de bout en bout l'actualité sociopolitique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais te saluer, cher ami, saluer tous les téléspectateurs de Jacques Roger et Jacques Roger Show. C'est toujours un plaisir et un honneur de parler avec toi de la situation de la Côte d'Ivoire, mais avec beaucoup de peine, avec beaucoup de douleur. C'est pour cela que sur les deux sujets, je voudrais tout de suite là que nous démarrions, avec ta permission, sur le cas de cet enlèvement de ce jeune homme, Ibrahim Zigui. Alors, nous allons alors rapidement, Maître Bogasako, avant rapidement, une toute question, une dernière question avant de venir à cette affaire. Qu'est-ce que ça vous fait d'être encore loin de votre pays en année électorale? Deux sentiments. Le premier sentiment humain, c'est beaucoup de douleur, beaucoup de peine. Je vois que toute ma communauté, tous mes frères et sœurs, cadres, intellectuels, sont au four et au moulin dans le pays, intervenant sur tel plateau, faisant telle analyse et tout ça. Je me sens un peu loin, je me sens un peu désarmé. Et, mais tout de suite, quand je commence cette analyse, c'est le second sentiment qui prend le dessus. Quelle, quelle, quelle grâce Dieu me fait de me retrouver ici et de contribuer. Parce que j'aurais été encore plus malheureux de me retrouver derrière des barreaux si j'avais encore la chance d'être arrêté comme il le fallait, ou alors je serais sous terre. Donc Dieu, qui est l'alpha et l'oméga, qui sait tout, il m'a vraiment inspiré, il m'a parlé pour que je me retrouve ici. Et lorsque je vois les différents enlèvements, les différentes tortures qu'on peut imaginer, qu'on qu fait subir à mes compatriotes, quand je pense au ministre Lida Kwasi,
quand je pense à l'ancien directeur général du protocole, et quand je pense à cette députée suppléante parlant du PPACI, mais quand je pense à tous ces jeunes de la JPDCI qui sont derrière les barreaux encore, et quand je pense à la traque, contre tous ces jeunes qui ont envie de contribuer à la vie sociopolitique de leur pays, je dis, oh Seigneur, c'est triste. Et en même temps, je bénis Dieu d'être épargné et de pouvoir analyser. Et je m'en vais analyser avec ta permission. Merci beaucoup, Dr Bogassako. Alors, nous allons commencer comme l'avait souhaité avec l'affaire Ziggy, hein. La famille a porté plainte. Quelle lecture faites-vous, donc, si vous voulez, de cette double actualité? Une plainte pour enlèvement et séquestration, et de l'autre côté, la déclaration donc, du procureur affirmant que M. Ibrahim Ziggy est bel et bien vivant. D'abord, je vais faire une analyse en plusieurs étapes. D'abord, je regarde les réseaux sociaux, comment l'affaire a évolué et qu'est-ce qui m'a marqué dans ce dossier. C'est d'abord l'attitude de la mère. Je voulais lui rendre hommage à cette mère, une femme digne, une femme courageuse. Et autant je parle de la mère biologique, mais je parle aussi de la mère putative ou adoptive, notamment Madame Gbagbo Nadiani. Je voudrais rendre hommage à ces mères-là qui ont osé parler. Vous voyez, parce que souvent, quand ce sont les cadres, les hommes politiques qui parlent trop, on estime qu'ils ont un parti pris. Là, ce sont des mères qui se sont exprimées. Donc, la première observation, c'est de rendre hommage à la mère biologique, à Maman Tondé, je crois que c'est comme cela qu'elle s'appelle, parce que même si je ne connais pas le prénom, mais j'ai tellement aimé Ruth Tondé, cette grande artiste de notre terroir, de notre pays, et je crois que c'est sa parente, sa sœur ou sa cousine. Je voudrais vraiment lui rendre hommage à cette prophétesse. En plus, elle est femme de Dieu. Je souffre avec elle, j'ai de la peine avec elle. Et les uns et les autres voient ce que nous pouvons subir en tant que défenseurs des droits de l'homme. Je voudrais rendre hommage à cette mère et puis rendre hommage à Mme Gbagbo Nadiali. Vraiment, bravo. Et ça montre aux yeux du monde ce que nous vivons. Première observation. La deuxième observation, le jeune homme, je terminerai par lui. Ce sont les trois observations que je voudrais faire en rentrant dans le dossier. La deuxième observation, c'est d'exprimer mon indignation contre toutes celles et tous ceux qui ont manifesté une once de plaisir à voir un jeune arrêté. Je lis des posts, je dis waouh, la Côte d'Ivoire est née à ce niveau-là où l'arrestation, la torture d'un Ivoirien, d'un citoyen fait plaisir à d'autres. On ne peut pas être aussi cynique, on ne peut pas être aussi moribond dans l'analyse. Je ne veux pas les nommer, mais il y en a qui ont eu des attitudes dégoûtantes que je ne peux pas. C'est inhumain. Moi, je suis un défenseur des droits de l'homme, mais je le suis devenu par la foi des chrétiens. Et quelqu'un ne peut pas avoir un cœur. Et puis, c'est même ton pire ennemi, lorsqu'il est torturé, ton cœur humain. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne souhaitent même pas voir quelqu'un en train de souffrir. Moi, je fais partie de ces gens-là. Hélas, j'en ai vu des compatriotes, mais qu'ils sachent que toute la Côte d'Ivoire a vu leur laideur d'âme et d'esprit. Et je condamne leur attitude. En condamnant l'attitude de ces gens-là, je condamne en même temps l'attitude des bourreaux qui ont fait enlever ce jeune homme et qui lui ont fait subir ce qu'il a subi avant de se retrouver aujourd'hui à la maison d'arrêt au pôle pénitentiaire d'Abidjan. C'est condamnable et c'est vraiment indigne d'un état de droit. Et donc, comme j'ai dit que je terminerai par le jeune homme, analysons maintenant l'attitude de ce que le gouvernement vient de faire. Vous disiez qu'il n'y a pas d'enlèvement en Côte d'Ivoire? En voici un. Il est concret, il est factuel, il est indiscutable. C'est ça qu'on appelle un enlèvement. Lorsque les gens sont encagoulés, lorsque les gens sont armés d'armes de guerre, lorsque les gens atterrissent chez vous à 5 heures du matin, lorsque des gens cassent tout dans votre maison, mais lorsque les gens volent vos biens. Parce que au dire de la mère et la télévision et le petit argent, mais vous êtes au pouvoir, vous avez tous les milliards, ça ne vous suffit pas.
Vous venez enlever un jeune homme, vous profitez pour voler encore le peu qu'il avait, peut-être 100 000, 200 000, 300 000. Vous voyez comment c'est moribond, c'est pas digne d'un état de droit. Ça fait penser à la Gestapo, ça fait penser à l'époque de Hitler, ça fait penser à des états dictatoriaux, ça fait penser à un état policier dans lequel on agit ainsi. Et donc, voici les enlèvements. Et le fait le plus grave, c'est que le procureur de la République, près le tribunal d'Abidjan Plateau, il ne sait pas les propos qu'il a tenus devant les médias du monde en cautionnant ce type d'enlèvement. Il dit que ce sont des arrestations. Qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'enlèvement. Voici un enlèvement. Et ça, depuis qu'il est passé sur les chaînes de télévision du pays, que ce soit chez vos confrères de NCI ou bien de Live TV, les propos qu'il a tenus engagent sa responsabilité personnelle en tant qu'homme de droit. Parce qu'un procureur, je précise qu'il ne poursuit jamais à charge uniquement. Il poursuit à charge et à décharge. Et donc, depuis qu'il a tenu ses propos, dans lesquels il cautionne ce type d'arrestation que lui il appelle arrestation, mais ce type d'enlèvement où il y a 3 à 4 jours, au maximum 5 jours morts. C'est-à-dire quand on vous prend, vous êtes dans l'ombre, ni vu ni connu. Mais on a le temps de vous torturer. C'est comme ça qu'Alino Faso est mort. C'est comme ça qu'on l'a retrouvé mort à l'école de gendarmerie. Une affaire qui sera encore élucidée, mais je vous dis un peu ce que nous redoutons. Et c'est pour ça que quand vous avez la chance d'être à ma place, vous ne pouvez que bénir Dieu d'avoir réussi à échapper. Surtout que nous autres, en ce qui me concerne, ça fait 15 ans que ce régime-là, je le dénonce. Je dénonce les pratiques de violation des libertés, de violation des droits de l'homme, de violation de la Constitution. Si ces gens-là m'avaient tué, cher ami, je ne crois même pas que vous et moi pourrions encore un jour parler. Et donc, je dénonce cela, je condamne cela. Mais il y a bien pire. Le pire, c'est que ce jeune homme-là, quel crime a-t-il commis? Regardez son parcours, regardez son itinéraire. Ce n'est pas un politique, c'est un cyberactiviste. Ces vidéos parlent d'elles-mêmes. On voudrait l'accuser d'atteinte à la sûreté de l'État. J'ai scruté toutes les vidéos. Même la vidéo dans laquelle on estimait qu'il avait appelé les uns et les autres à se retrouver devant le Conseil constitutionnel, d'envahir les maquis, etc. Il a refait une autre vidéo parce qu'il a vu que dans les commentaires, on commençait à l'accuser d'atteinte à la sûreté de l'État. Il a reprécisé sa pensée pour dire, ah non, moi je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un militaire, je ne suis pas un va-t-en-guerre. J'ai demandé aux uns et aux autres que ce jour-là, le 10, comme il a indiqué, sera un jour déterminant et que les uns et les autres s'apprêtent à le célébrer. Mais on peut le célébrer parce que M. Laurent Gbagbo sera retenu puisque c'est M. Laurent Gbagbo qui soutient. Il a le droit de dire à ses amis, mobilisez-vous, allez dans les maquis parce que ce sera la joie. C'est comme quand vous allez à un match de football, on vous demande de faire votre pronostic. Mon cher Jacques Roger, votre pronostic, ton pronostic comme le mien, c'est que M. Tidiane Thiam soit sur la liste électorale, que M. Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont manifesté le besoin. Donc, c'est son pronostic. Et dans ce pronostic-là, c'est comme si je te disais, cher ami, dès qu'ils sont retenus le 10, là, on va sabrer le champagne. Est-ce que le 10, ça veut dire aller prendre des paquets? Attendez, vous savez pourquoi le pouvoir actuel a cette sorte de paranoïa? Parce que le pouvoir actuel sait très bien son lien qu'il y a avec la rébellion. Ils savent comment ils sont arrivés au pouvoir. Parce qu'ils savent comment ils sont arrivés au pouvoir, ils soupçonnent tout le monde d'être dans les mêmes dispositions d'esprit qu'eux, mais ils se trompent. Et je voudrais aller plus loin parce qu'il y a quelqu'un qui m'a soufflé que, en fait, ils auraient dit, j'ai lu ça quelque part, en tout cas j'ai entendu ça quelque part, qu'en 2020, ils avaient été surpris par la désobéissance civile, par le mouvement CNT que le président Bédier avait mis en place. Donc aujourd'hui, ils anticipent. Mais en anticipant, vous arrêtez d'innocentes personnes, vous violez les droits de l'homme, vous bâillonnez les libertés. On ne gouverne pas comme cela. Cette paranoïa-là témoigne de ce que vous voulez faire un passage en force et le peuple ivoirien est en train de se dresser. Je voudrais terminer sur cette question en disant ceci. Au nom de la FIDOC,
en tant que défenseur des droits de l'homme, je voudrais d'abord exprimer toute ma solidarité, tout notre soutien à ce jeune homme, Ibrahim Zighi, et à tous les cyberactivistes qui ne sont pas, comment dirais-je, terroristes, qui n'appellent pas à l'insurrection, qui respectent les institutions de la République, qui se servent des lois de la République pour dénoncer le pouvoir d'Abidjan. Je voudrais dire à ce garçon qui n'est pas seul, et que toute la Côte d'Ivoire, et que toute la communauté africaine, mais le monde entier a vu la laideur. Grâce à lui, on a vu ce que fait ce régime à ces jeunes qui veulent s'intéresser à la politique. Je voudrais exprimer à sa famille, à sa mère biologique, à sa mère adoptive, à toute sa famille, à tous ses parents, au peuple ouin, tout mon soutien, toute ma solidarité. Vous n'êtes pas seuls. Nous voyons, et c'est un combat national. Parce que ce que M. Ouattara ne sait pas, en procédant ainsi, il nous consolide la solidarité d'Ivoiriens. En procédant ici, il nous rapproche. Mais en procédant ici, il nous révolte aussi. Et donc, c'est pour cela que le 10 septembre, mais nous attendons tous. Nous attendons tous. S'ils veulent la paix, qu'ils nous servent une décision de paix. Maintenant, s'ils ne veulent pas la paix, ça dépend d'eux. Mais moi, j'estime que du 10 septembre jusqu'à ce qu'on aille au 25 octobre, ah non, ils ne seront pas de tout repos. Parce que nous allons avoir notre verbe pour parler. Maître Boga, je vais vous permettre de mieux préciser le fond de votre pensée. Quand Oui. on attend une décision de paix, vous faites allusion à quoi? Qu'est-ce qui serait donc une décision de paix selon vous? Mais la décision de paix, tout le monde la connaît. La décision de paix, c'est le minimum. La décision de paix, là, il y a deux éléments fondamentaux. Premièrement, rejeter la candidature de M. Ouattara, parce qu'il n'y a pas de quatrième mandat à valider. Deuxième décision de paix, réintégrer et le président Laurent Gbagbo et le président Tidiane Thiam. Voici la décision de paix. Et à tout le moins, c'est valider les trois candidatures et puis à ce moment-là, on va ouvrir un dialogue. Parce que même quand elle va retenir les trois candidatures, celle de M. Ouattara, celle de M. Gbagbo, celle de M. Tidiane Thiam, ça nous donne l'obligation de discuter. Parce que, au nom de quoi nous devions tolérer la candidature de M. Ouattara? Au nom de quoi? Ce n'est pas parce qu'on aura validé la candidature de M. Gbagbo et de M. Tidiane Thiam que nous allons gober le quatrième mandat. Parce que le risque, c'est que M. Ouattara, quand lui, on le retient, il considère qu'il a déjà gagné. Et il est capable de faire un passage en force dès le premier tour. Se donner 51, quelque chose, ou bien 50, quelque chose, et puis dire que le débat est clos. Puisqu'il contrôle la CEI, puisqu'il contrôle les listes électorales. Voici l'enjeu de cette élection. C'est pour cela que le débat, pour ne pas dire le combat, ne fait que commencer. Et ce n'est pas un combat des armes. Ici, là, il n'y a pas de fusil. Arrêtez les encagoulés. Ça ne sert à rien. C'est un débat d'idées. C'est un débat d'analyse. C'est un débat de lecture de la Constitution contre lecture de la Constitution. Ah, vous me dites, il y a le Conseil constitutionnel qui est l'arbitre suprême. Mais dans mon pays, là, le Conseil constitutionnel a déjà donné une décision qui a été jetée à la poubelle. On est tous témoins de cela. Alors, servez-nous la paix. Au-delà même de ce que va dire le Conseil constitutionnel, nous pouvons toujours avoir l'occasion d'intégrer et M. Gbagbo et M. Tidiane Thiam. Sans cela, nous courons toujours à un risque énorme. Et j'ai dit. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure d'un passage en force, docteur Boga Sako. Quelles conséquences, disons, une telle décision, ce qui est en train de se passer dans l'affaire Zighi, peut-elle avoir sur la crédibilité donc, de la justice en Côte d'Ivoire et surtout des Ivoiriens actuellement? Non, mais l'affaire Zighi est très révélatrice de ce qu'on n'est pas dans un état de droit normal. Nous sommes dans un état qui est sous contrôle, dans un état policier, dans un état où les libertés... Il y a même un parent qui m'a dit, même quand tu te retrouves dans un maquis, tu fais attention à ce que tu vas dire. Si tu critiques le pouvoir Ouattara, on est capable de venir te chercher à l'instant T. Mais c'est quel pays ça? Les murs ont des oreilles, c'est ça. Mais c'est quel pays ça? C'est quel pays ça? On peut pas être aussi muselé dans son propre pays. Et la liberté, on est en période électorale. On est censé critiquer les uns et les autres. Mais si on ne peut plus parler, comment vous voulez qu'on aille à un vote avec une telle attitude? Voilà ce que je déplore. Voilà ce que je dénonce. C'est pour cela que je voudrais, en tout cas, sur cette affaire du cadet Zighi, notre jeune frère, il avait le droit et la liberté. Il n'a jamais appelé moi, j'ai écouté ses vidéos.
mais ce garçon, il est très élégant dans ses analyses. Et puis, il est percutant. C'est-à-dire, il a cet art-là Mais, de les fouetter. oui, mais Par... Boga, en fonction de ce que vous aviez dit tout à l'heure, que Oui, vous avez entendu par Ouidi ils ont dit qu'ils se sont laissés surprendre en 2020, qu'ils ne le feront pas cette fois-ci. Et puis aujourd'hui, nous sommes en train donc de voir des jeunes activistes très suivis qui sont un peu arrêtés ça et là, ou bien qui ont des problèmes, des soucis avec la justice. Est-ce que tout ça ne fait pas partie donc d'un plan afin donc de... mais c'est pour cela, mais bien sûr, Mhm. je vous avais dit, vous parlez à la personne bien placée pour vous le dire. Vous m'amenez d'ailleurs à rentrer un peu dans le dossier qu'on a déposé chez le procureur de la Cour pénale internationale. Parce que n'oubliez pas que quand nous sommes allés à la CPI dans le dossier Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé contre le procureur, mais on a bien vu que, on a estimé que M. Laurent Gbagbo était dans, le président Laurent Gbagbo, au moment où il était dans un plan commun, celui d'exterminer tous les opposants. Ici, mais aujourd'hui, on a quelques bribes. C'est ce que nous avons dit au procureur de la CPI, qu'il y a un plan qui est en jeu. Le plan, c'est d'enlever toutes les personnes qui peuvent les déranger, les gens qui ont une analyse assez percutante, des gens dont la parole compte, dont la voix compte, dont le verbe est écouté, dont les propos vont très loin, et puis de les museler, de les mettre, en tout cas sous le boisseau, de les mettre en prison, à défaut de les tuer. Parce que c'est ça aujourd'hui. Regardez dans l'affaire du jeune Ziggy. Il a fallu, il a fallu une sorte de soulèvement populaire. C'est-à-dire que les réseaux sociaux étaient en feu. Le monde entier était regardant. D'ailleurs, et je vais terminer par là parce qu'il ne faut pas que je l'oublie. Vous me dites que le procureur vient de dire qu'il n'est pas mort, il serait en vie et qu'il est à la Maca. Mes chers amis, j'ai tellement suivi le dossier. Le procureur, là, il avait fait un communiqué. Lorsque la mère, les mamans se sont rendues à son cabinet, et il a dit qu'il ne savait pas où est Ziggy. Il a produit un communiqué. Vous savez qu'après, le communiqué a été bloqué et ils ont osé écrire fake news. Non, 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 il ne s'agit pas de fake news. Il s'agit de ce que vous êtes rétracté. C'est différent. Ce qu'on appelle fake news, c'est une nouvelle mensongère, une nouvelle inventée sur les réseaux sociaux par des gens qui ont fait un montage. Ce n'est pas vrai. Or, le procureur a bel et bien signé ce communiqué-là. Et certainement que quand il a pondu son communiqué dans lequel, et j'ai eu très peur, cher ami, j'ai eu très peur quand j'ai vu ce communiqué. Parce que ce communiqué voulait dire quoi? Que les personnes qui sont allées chez le jeune Ziggy sont incontrôlées. Ce sont des gens qui n'appartiennent à aucune officine. Le procureur n'est pas au courant. Ce n'est pas la police, ce n'est pas la gendarmerie, ce n'est même pas l'armée classique. Ce sont des individus inconnus. Et dès qu'il a pondu son communiqué, aussitôt, ils ont dû l'appeler pour lui dire, ah non, 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 il est ici. Mais il est où? Il y a des milices. Ce que cela confirme, c'est qu'il y a des milices qui n'appartiennent pas à l'appareil de l'État, qui n'appartiennent pas au système étatique classique. Il y a des milices à la solde d'une personnalité bien connue qui les envoie en mission pour les actes, pour les missions sordides. C'est ce que cela signifie. Et donc, quand il a retrié ce communiqué, après, finalement, il nous annonce. Moi, je voulais rendre hommage, et c'est l'occasion, je pense que ça va être mon mot de fin sur ce dossier, pour qu'on passe au second point, rapidement. Rendre hommage à tous les cyberactivistes, mais rendre hommage à tous les Ivoiriens. Rendre hommage, j'ai parlé d'il y a des mamans, de la famille proche, mais rendre hommage aux Ivoiriens, et surtout aux cyberactivistes. Parce que, cher ami, n'eût été l'ampleur de ce dossier, ce jeune homme aurait été tué. Mhm. Il aurait été tué. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui l'ont enlevé ont réfléchi par deux fois. Ils se sont dit, ah, le procureur dit qu'il n'est pas au courant. Donc, on a l'occasion là, soit on l'extermine, soit on trouve le moyen de le remettre aux autorités. Et je bénis Dieu. Et je pense que comme sa mère est quelque part, et une servante du Seigneur, elle a dû fléchir genoux pour que Dieu entende et que l'enfant soit sauvé. Parce que je peux imaginer qu'il a été torturé, ça, vous ne pouvez pas m'enlever cela, j'ai le droit d'imaginer, parce que quand on enlève des gens, on peut tout imaginer. Je peux imaginer qu'il a été torturé, etc. Il finira par parler, mais au moins il est en vie, il est à la maison d'arrêt, en tout cas, leur pôle pénitentiaire d'Abidjan, et je bénis Dieu pour sa vie. Et Voilà. j'ai dit, Beaucoup, docteur Bogasako. Alors là, d'autres question, dans quel état d'esprit les Ivoiriens attendent-ils la décision du Conseil constitutionnel?
Non, mais les Ivoiriens sont... Je suis aussi un Ivoirien, mais je ne veux pas revenir cette fois-ci sur donner mon sentiment personnel, mais de façon générale, les Ivoiriens ont peur. Ils sont dans l'angoisse. Et je sais que beaucoup prient. Et moi, je promets, je te confie, tu es un ami et je n'ai pas honte de te dire que dès lundi, je suis obligé de me concentrer en prière. Si Dieu me donne la force même de faire un jeûne, je le ferai par amour pour mon pays, pour la paix dans mon pays, mais en même temps pour être prêt psychologiquement à affronter tout ce qui arrivera. Les Ivoiriens sont dans cet état d'esprit. Ils sont angoissés, mais en même temps, ils sont debout, ils sont prêts. Et c'est pour cela que je dis, la balle est dans le camp des autorités. Ce sont elles qui ont la capacité de calmer tout en Côte d'Ivoire ou alors d'enflammer tout en Côte d'Ivoire. Voilà, je ne veux même pas parler de la présidente du Conseil constitutionnel parce qu'on a jusque-là pensé qu'il y avait une séparation des pouvoirs en Côte d'Ivoire, mais je ne vois pas de séparation des pouvoirs. C'est la volonté de M. Ouattara qui sera faite. Alors qu'au Sénégal, on a été édifié. Là où on pensait que la haute cour de justice, la Cour suprême, allait se comporter comme la plupart des magistrats sous notre tropique en Afrique, elle nous a séduit, elle nous a bluffé en allant contre le Macky Sall. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Macky Sall est tombé et la démocratie sénégalaise a pu être sauvée. C'est la justice qui a sauvé la démocratie sénégalaise. Et Alioune Tine, un ami, Alioune Tine, avec qui j'étais sur un panel qui a eu lieu la semaine dernière depuis Paris, l'a confirmé. La justice a contribué à sauver la démocratie sénégalaise. Est-ce que celle de Côte d'Ivoire pourrait? J'en doute fort au regard des actes que je vois. Quand je vois l'attitude d'un procureur de la République plus partisan que juriste, que homme de droit, j'ai bien peur, hélas. Mais ne sait-on jamais, peut-être que toutes ces analyses que nous émettons pourraient quelque part donner une lueur d'espoir. Moi, je dis, la lueur d'espoir, la seule, c'est que, à la limite, toutes les candidatures des trois principaux candidats, notamment Ouattara qui s'impose comme candidat, Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, et à l'issue de cela, les trois vont se retrouver pour se parler. Et ça va être, c'est ce qu'on appelle le dialogue. Le dialogue qu'on avons demandé, c'est celui-là. Et ils vont dire à M. Ouattara, vous ne devez pas vous présenter. Le quatrième mandat n'est pas normal. Là, il peut dire, bon, j'ai compris, mais permettez-moi de me présenter. Vous aussi, je vous donne la CEI, on va la réformer, la liste électorale, on va l'auditer et on ira. C'est ça qu'on appelle les discussions. Et c'est ce qu'on attend. Et la Côte d'Ivoire va s'en sortir et les Ivoiriens choisiront qui sera le futur président. Mais ce ne sera pas Ouattara. Je vous donne ma parole. Concrètement, Maître Bougassako, peut-on donc s'attendre à une décision conforme à la Constitution ou plutôt aux intérêts politiques du pouvoir, concrètement? Les deux sont combinés. Vous voyez, le pouvoir aujourd'hui, il est aux abois. Le pouvoir Ouattara est aux abois. Donc, il s'accroche à toutes les pistes, toutes les possibilités. Je parie qu'ils sont en train de mettre une pression sur le Conseil constitutionnel pour qu'il aille dans leur sens parce que les consignes sont données. Les consignes sont données. Donc, il faut sauver le régime. Pourquoi je dis cela? Parce que les gens se disent que si le pouvoir Ouattara tombe, eux tous, ils perdent leurs intérêts. Ce qui est tout à fait absurde. Parce que est-ce qu'on va inventer des magistrats? On ne va pas inventer des magistrats. Il y aura toujours des magistrats de Côte d'Ivoire. Il y aura toujours des magistrats ivoiriens qui dirigeront la magistrature et le pouvoir judiciaire ivoirien. Donc, on n'ira pas chercher des extraterrestres. Donc, ne pensez pas que, regardez ce qui s'est passé au Sénégal, quand Macky Sall est tombé, mais les juges sont restés, ils ont continué leur travail. Au contraire, même aujourd'hui, toute l'Afrique les salue. Je pense qu'il faut savoir rentrer dans l'histoire aussi. Donc, ce que moi je dis là, c'est que les gens pensent qu'ils vont tomber avec le pouvoir Ouattara. Ceux qui ont les business, leurs intérêts, ceux qui sont les hommes d'affaires, ceux qui ont eu des marchés de gré à gré. Donc, c'est tout un système que nous combattons. Un système de gens qui ont pillé la République et qui ont peur de perdre leurs intérêts. À la limite, moi, je leur ai toujours dit, si vous avez suffisamment volé, au moins, redonnez-nous la démocratie, redonnez-nous un président bien élu, et puis on peut s'arranger. Mais si vous nous torturez, vous nous poursuivez, le jour où vous tombez, vous allez payer ça cher. Et c'est ce qui les attend. Et j'ai dit. Vous avez une très bonne lecture des choses, docteur Bougassako, puisque vous êtes aussi... Merci. Merci. Alors,
votre pronostic possible, voyez-vous une validation générale, invalidation ciblée ou rejet donc des candidatures de poids, à votre avis? Votre pronostic? Alors, je pense que peut-être que ça va être... Non, mon pronostic, c'est que quand je vois l'attitude de M. Ouattara, qui est revenu de France, qui a annoncé sa quatrième candidature, quand je regarde son comportement, ses attitudes, qui n'aime pas la défiance, et Laurent Gbagbo l'aurait défié. Donc, pour le braver, il se déplace, il va à la CEI, il dépose son dossier. Je vois très mal comment le Conseil constitutionnel peut rejeter sa candidature. Parce que n'oubliez pas qu'on n'est pas le Sénégal. Parce qu'au Sénégal, il y a eu un engouement de patriotisme et tout cela. Et puis, au Sénégal, il n'y a pas des enlèvements et des tueries. Parce que n'oubliez pas aussi qu'il y en a qui ont peur pour leur vie. Il y en a qui ont peur pour leur vie. Je ne peux pas, voilà. Alors, imaginons un peu un seul instant. Est-ce que tu es président du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire, tu vas prendre une décision à l'encontre d'un pouvoir qui est aussi capable d'enlever des gens, de les torturer. Est-ce que tu peux courageusement dire que ce pouvoir-là, le quatrième mandat, n'est pas possible? Ce serait difficile pour ta propre vie. Donc, il y a toutes ces choses-là qui font que la Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal, la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. Nous sommes dans un contexte qui est tout à fait... On a un pouvoir qui enlève les gens, qui traque, qui se sert de la police, de la gendarmerie, de l'armée, des milices, des encagoulés pour traumatiser le peuple. Donc, ça fait que je ne peux pas malheureusement me hasarder sur une solution salvatrice pour notre pays. Je vois plutôt les gens nous entraîner dans le chaos. Ils se disent qu'ils sont déjà mouillés, ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont proclamer M. Ouattara, peut-être qu'ils vont oser éliminer M. Gbagbo et M. Tidiane Thiam, ce qui ne donne pas de beaux présages pour notre pays. Mais moi, je pense, parce qu'en tant qu'homme de foi, je veux toujours penser le meilleur pour mon pays. C'est vrai que sur toute la ligne, M. Ouattara nous a déçus. Tout ce qu'on avait espéré, il n'a jamais fait. Mais je veux continuer à espérer, à croire que le Conseil constitutionnel peut toujours aider la Côte d'Ivoire à éviter une autre crise de 2010. Vraiment, jusqu'à la dernière minute, je vais espérer. Merci beaucoup, Dr Bogassako. Avant de vous laisser partir, votre mot de l'espoir, ou bien je vais vous laisser vous adresser à vos compatriotes, puisqu'on n'aura pas d'émission avant certainement la décision du Conseil constitutionnel le 10. Peut-être exceptionnellement, on aura une émission un peu le 10. Mais je vais vous laisser vous adresser à vos compatriotes, bien, votre mot de l'espoir. Chers frères et sœurs, et en le disant, je ne m'adresse pas qu'aux Ivoiriens qui n'ont pas de responsabilité. Et donc, peut-être que mon discours s'adressera d'abord à ceux qui sont aux affaires et ensuite à tous les Ivoiriens. Je ne suis pas fier de là où je me trouve, contraint à un nouvel exil, à défaut d'être soit en prison de façon injuste ou même assassiné. Les autorités judiciaires, parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes au carrefour, notamment le Conseil constitutionnel. Notre pays a trop souffert. Vous pouvez encore sauver la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a M. Ouattara. C'est vrai qu'il y a ce régime dont certains d'entre vous profitent. Mais je voudrais vous dire, les intérêts personnels ne valent pas plus qu'un pays tout entier qui est bloqué, qui est paralysé. Si vous pouvez, si le divin vous inspire, sauvez encore la situation. Sauver la situation, ce n'est pas dire contre le droit. Parce que le droit donne droit à M. Gbagbo d'être sur la liste électorale. Vous savez très bien qu'il a été victime d'un mauvais procès, un procès injuste. Mais dans le cas de Tidiane Thiam, c'est pratiquement la douleur même, avec la douleur même que j'en parle. Le monsieur est ivoirien de façon exclusive. Le monsieur attend simplement qu'il y ait une révision de la liste électorale pour être sur la liste électorale. Ce qui, du coup, contournerait la décision de la juge, qui n'avait même pas le droit de l'exclure de la liste électorale. Parce que ce n'était pas de son pouvoir, ce n'était pas de son ressort de se prononcer sur la nationalité. Il y a tellement d'injustice. Alors, le Conseil constitutionnel, en vous appuyant sur notre loi fondamentale, essayez de sauver la Côte d'Ivoire en disant le droit, en rétablissant ces personnalités dans leurs droits. Ce serait faire justice et à la Côte d'Ivoire et à ces personnalités-là. Mais je voudrais m'adresser à tous les Ivoiriens. Beaucoup pensent que nous n'aimons pas notre pays. Or, c'est par amour pour notre pays qu'on a subi M. Ouattara. C'est par amour pour notre pays. Parce que M. Ouattara n'a pas osé soutenir ou être soutenu lui-même par une rébellion.
Parce que n'allez pas faire croire que la rébellion est née dans le vent. On sait très bien les liens qu'il y a eu avec la rébellion. On le sait. Mais c'est parce que nous voulons la paix que tout ça, on met ça derrière nous. N'oubliez pas qu'on a utilisé notre argent pour payer tous les anciens rebelles. 8400 francs CFA. Non, 8 millions. Non, 8400 soldats. Chacun a dû recevoir, je crois, 12 millions. On a payé cela avec l'argent de notre pays. À un moment donné, tous ces sacrifices-là. Il faut quand même qu'aujourd'hui, nous soyons en prière, nous soyons concentrés. Mais je vais vous dire, chers Ivoiriens, nous devons être debout. Parce que c'est notre pays. C'est le pays que Dieu nous a donné. On ne peut pas accepter de subir un dictateur qui marche sur la Constitution, qui nous impose un quatrième mandat. On ne peut pas l'accepter. Et la Côte d'Ivoire évolue pour eux. Pendant que tout le peuple est pratiquement en train de demander des miettes. La richesse de notre pays, nous la commandons à quelqu'un qui s'impose à nous. On ne peut pas l'accepter. Aujourd'hui, ou bien le Conseil constitutionnel nous réconcilie avec le pouvoir Ouattara, ou bien il nous met dos à dos, et en ce moment, Dieu sauvera qui il voudra. Que Dieu nous sauve. Et j'ai dit. Merci beaucoup, docteur Boga-Sako. J'ai discuté avec des intellectuels africains qui disent, permettez-moi l'expression, M. Ouattara se fout des Ivoiriens. Est-ce que vous partagez cela avant de vous laisser partir? Mais il n'y a pas une façon de le dire. On ne peut pas venir à la tête d'un pays, un si beau pays, un si grand pays, dire qu'on aime le pays et puis nous imposer sa façon de voir. Comme nous ne sommes pas d'accord avec lui, il faut qu'on nous pourchasse, il faut qu'on nous mette en prison. C'est lui seul qui est la vérité. C'est lui seul qui manipule la Constitution. C'est lui seul qui connaît la Constitution. Ce sont ces désidératas seuls qui doivent s'appliquer. On ne peut pas l'accepter. Nous sommes dans une république. Nous avons un pays, nous sommes des patriotes et nous aimons notre pays. On ne peut pas accepter que quelqu'un vienne nous imposer ce que lui pense être juste pour nous. Et j'ai dit. Merci beaucoup, docteur Boga-Sako, et surtout portez-vous bien et bon week-end.